Merci. D'abord, merci à tous d'être là. Je passe sur les topoïs du soir qui tombe et de la tâche qui se termine, et je vous demande d'excuser. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je voulais montrer le dictionnaire, c'est peut-être parce que c'est un gros document que nous avons eu tous ces problèmes. Bon, alors la présentation que je vais faire, finalement, on reprend un axe de recherche ancien et vénérable du CRLS, puisque Marianne va également y faire allusion, puisqu'il y a un livre sur l'argumentation qui doit dater du début des années 80. CRLS, c'était le Centre de recherche linguistique et sémiotique qui représentait un des pôles de l'oscillation des politiques ministérielles, quand tout le monde doit être dans le même sac, on l'appelle centre de recherche, et ça réunit tout le monde, et après on crée des équipes plus spécialisées. Voilà. Alors, cette présentation va porter sur ce dictionnaire, et je mêlerai à cette présentation l'expression de ma gratitude vis-à-vis de mes collègues qui ont été mes professeurs à divers titres. Autrement dit, vous pouvez considérer qu'il y aura un exposé coupé de petits moments d'amadouage. Ce dictionnaire de l'argumentation devrait paraître chez ENS Éditions en 2014. Je n'ai pas encore les épreuves, les choses sont lentes, c'est normal, je n'ai pas d'indignation particulière à manifester ici. Il y aura donc encore un petit travail sur les épreuves, et en attendant, dans son état actuel, vous pouvez le télécharger sur ma page personnelle. Alors, quand vous le téléchargez, le PDF, on vous demande un mot de passe pour l'ouvrir. Le mot de passe est 1A, 2B, et encore 4D, et on arrêtait là. Ce mot de passe, je vous signale, est un mot de passe très solide. Très solide, on m'a dit que c'était très bien, il est très bien testé. Voilà. Alors, je précise également, et je l'en remercie, que cette mise à disposition anticipée a été tout à fait autorisée par Jean-Claude Zancarini. Alors pour moi, cette présentation tombe relativement bien, puisque je peux encore introduire quelques corrections, tenir compte des remarques. Mais maintenant, je suis dans une position vis-à-vis de ce dictionnaire où je dois avant tout résister aux objections et aux réfutations. Je dirai d'abord quelques mots des circonstances de sa mise en chantier, et puis je parlerai du choix des entrées, et j'essaierai d'insister sur quelques facteurs de cohérence, facteurs très globaux de cohérence de ces entrées. Alors, je pourrais faire un petit interlude ici en disant que la première règle pour l'argumentation, la première règle pour un débat rationnel, c'est que toutes les opinions peuvent être exprimées et mises en doute. Alors vous connaissez, c'est une règle paradoxale, puisque vous pouvez immédiatement dire très bien, donc je mets en doute cette règle. Eh ben oui, donc je mets cette règle en doute, et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des circonstances pragmatiques toujours. Autrement dit, on peut discuter en effet de tout, ça je le crois, mais on ne peut pas forcément discuter de tout, tout le temps, tout le monde, n'importe où. Je crois qu'il y a des règles, autrement dit des règles de prudence dans la discussion d'ailleurs des idées et des opinions, mais peut-être également dans les règles de production des travaux intellectuels. J'ai donc bien conscience de transgresser une de ces règles de prudence en exposant, en étant trop opérien, si vous voulez, en exposant complètement les choses dans leur nudité et dans leur imperfection. Et c'est là où je me rends compte, comme la théorie de Marianne Doury est exacte quand elle dit qu'un bon discours argumenté, c'est un bon discours qui sait bien se blinder contre la réfutation. Hein, voilà. Mais quand même, je vais essayer de tenir à la première de ces perspectives, c'est-à-dire d'exposer les choses. Hein. Je travaille sur l'argumentation sous toutes ses formes. D'abord, je mélange Ducrot, Perelman et Grise.
Hein. Et la pragmatialectique et la logique informelle, et je suis même, je l'ai écrit là, hanté par Aristote et parfois par Bentham, avec ce merveilleux livre sur qui est traduit par les sophismes parlementaires, sur les règles de discussion, quelques grandes stratégies de discussion parlementaire. Et ça, c'est au moins depuis mon séjour à l'université de Bruxelles, il y a bien longtemps, où j'ai vraiment eu affaire à des discussions, à des textes argumentés, je dis authentiques, produits dans le cadre de l'apprentissage des langages académiques. Et j'en suis à cette période qui est du début des années 80. Et puisque je voudrais dire immédiatement quelque chose sur à propos de mes participants, et je voudrais commencer par Christiane Marchellonisia et des rappels un peu anciens. Je passe sur la grammaire de Christiane qui m'a été pour moi un phare, une bouée, pour certains enseignements que j'avais imprudemment accepté de donner, également sur son beau livre cursusien sur la littérature européenne au Moyen-Âge. Mais je veux seulement mentionner que Christiane a publié en argumentation. Elle nous a donné pour la première issue, pour le premier volume de argumentation, un bel article sur les jeux partis, c'est-à-dire cette poésie où les gens se répondent discours à contre-discours. C'était un très beau texte. Et je signale qu'à l'époque, on pouvait parler de la revue Argumentation ou Argumentation, mais que maintenant, on ne peut plus parler que de argumentation. C'était des choses que nous avons faites dans les années 85-86 avec Michel Meyer, Franz van Emmeron, Rob Grotendorst et moi-même. À ma connaissance, il n'y a pas de dictionnaire de l'argumentation en français ou en anglais. Il y a de très nombreux dictionnaires mixtes qui présentent des notions d'argumentation, de rhétorique, de logique. Il n'existe toujours à ma connaissance, je veux bien être rectifié maintenant, qu'un dictionnaire d'argumentation, intitulé comme tel, c'est le dictionnaire de Szymanek, qui est paru en polonais en 2004. On peut quand même en tirer des choses, notamment sur les formes d'arguments latines. Alors, du fait qu'il n'y ait pas de dictionnaire, en bon argumentativiste, vous direz, il y a deux conclusions. S'il n'y en a pas, c'est qu'on n'en a vraiment pas besoin. Donc ça règle le problème, parce qu'on s'en serait quand même aperçu depuis le temps qu'on avait besoin d'un dictionnaire spécifique d'argumentation, ou bien qu'il faut absolument faire un dictionnaire d'argumentation. J'ai choisi la deuxième solution. Circonstances de production, donc de fil en aiguille. Patrick Charodot et Dominique Magno m'avaient demandé des entrées autour du thème de l'argumentation pour le dictionnaire d'analyse du discours de 2002. Alors j'avais proposé, je les ai recomptés, 43 entrées que j'avais choisies un peu à l'intuition et négociées avec Dominique Magno. Et moi j'ai bien aimé rédiger ces entrées. Je sais pas, je sais qu'il y a Catherine aussi avait participé, et j'ai bien aimé faire ça. L'idée m'est venue ensuite de compléter ces entrées. Je m'imaginais que ça allait prendre à peu près un travail équivalent, et que j'allais avoir à peu près, voilà, à peu près 80 formes, 80 entrées, et maintenant j'en ai beaucoup plus. Autrement dit, les choses, j'ai été pris dans une sorte de pente glissante, et le dictionnaire, sous sa forme actuelle, réunit 253 entrées principales, 46 entrées complémentaires, qui sont de purs synonymes des entrées principales. Il n'y a rien sous les entrées complémentaires, on n'a pas besoin d'ouvrir, on va directement. Alors, puisque j'ai maintenant récupéré plan, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble. Voilà, voilà, par exemple, acohérentia, le premier, c'est une entrée secondaire, genre j'ai mis un peu en grisé, tout ça va être discuté, bien entendu, et ça veut dire qu'il n'y a rien là, sauf le renvoi à cohérence. Hein. Et les autres sont des entrées, on va dire, des entrées pleines, qui peuvent bien entendu renvoyer à d'autres entrées, mais ce sont des entrées où il y a au moins un petit élément d'information. Alors, signe du malaise, c'est que j'ai eu besoin de rajouter en annexe une vingtaine de termes qui sont définis sous les entrées principales, mais dont je n'ai pas voulu faire une entrée principale. Alors vous allez me dire, vous voyez le problème, c'est-à-dire, je n'ai pas eu envie de fractionner, donc j'ai mis certaines notions sous une entrée principale, et peut-être ça doit être discuté avec l'éditeur. On en a déjà parlé, on le verra, vous verrez ça quand au moment final. Peut-être on va remonter ces annexes
dans le cœur du texte, parce que le but, c'est de faciliter la lecture. Il faut que la personne qui vient avec un terme le trouve immédiatement le plus vite possible. Tandis que là, il est un peu en échec à la première lecture. Allez, deuxième chance, il peut aller voir dans les annexes, mais c'est peut-être mieux d'avoir une stratégie oui-non, tout directement dans le texte, ou bien alors, et sans annexe. Alors, eh bien, je peux vous montrer, par exemple, voilà à quoi ça ressemble. Alors, premier problème, j'y reviendrai, il y a, en théorie de l'argumentation, il y a toute une terminologie latine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Très rapide, mais je reviendrai sur ce point. Voilà, ça illustre cette d'entrée, parce que les A, les AB apparaissent d'abord, et puis peut-être c'est la question éternelle, comment il a défini argumentation, hein? Comment il a défini argumentation? J'ai triché. Voilà. J'ai triché, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû avoir un énorme article argumentation, et je l'ai tweeté, hein, en 4, 5 ou 6, pardon, non, c'est analogie, mais pour analogie j'ai fait pareil. Argumentation, en principe, ça doit être après. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait argument avec conclusion. Voilà, ça c'est par exemple, à conclusion, je mets voir argument, parce que je voulais étudier plutôt la relation. Argumentaire, j'ai renvoyé à script, donc là. Et argumentation, ça c'est le point fondamental, j'ai donné un corpus de définition. C'est-à-dire, je pense que maintenant, moi j'aime beaucoup c'est pas une analogie, cette formulation. C'est-à-dire, on regarde toutes les définitions, on se dit ça va pas, je vais en faire une qui sera la bonne. Ça n'est pas la bonne. C'est une définition de plus, et vous avez aggravé le mal auquel vous vouliez porter remède. Non, mais c'est très sérieux, ça. C'est très sérieux. Attendez, il n'y a pas que pour argumentation. Donc, moi, j'ai choisi de procéder par corpus. Il y a un beau paquet. Alors, c'est un paquet qui est scandaleux, bien sûr, parce que si je trouve que parfois Grise parle strictement comme Cicéron, je les mets ensemble. Quand ils disent la même chose, je suis obligé de les mettre ensemble. Par exemple, voilà. Ensuite, vous voyez, les définitions, les traits définitionnels. J'essaye quand même de dire, il y a des choses dans ces définitions qui se recoupent. Autrement dit, définition de l'argumentation, du champ, moi je le verrais comme une combinatoire d'éléments et une série de décisions, ça persuade ou ça persuade pas, des choses comme ça. Là, j'ai formulé, c'est un petit peu une reformulation sous la forme des questions. Alors, si vous voulez, ce serait l'ensemble des théories de l'argumentation possibles, si j'étais dans un moment paranoïaque. Et le 4, c'est pour montrer que l'argumentation, ça n'est pas simplement une question de composition d'énoncés, mais qu'il y a des énoncés auto-argumentés. J'ai mis la question du raisonnement révisable, qui est une question extrêmement importante, je l'ai mise à part. Je l'ai mise à part parce que c'est les schémas de base du raisonnement, enfin moi celui que j'ai trouvé et que j'utilise, qui est schéma de base, enfin je veux dire au sens de élémentaire, il correspond bien avec l'argumentation, et puis j'ai montré là je ne vais pas avoir le temps de voir ça, j'ai essayé de faire un tableau par exemple des écoles d'argumentation. Si je vais quand même le faire, tant pis, puisque de toute façon on va considérer ça comme une, comment on dit, une data session, hein, un peu, ce qui n'est pas, voilà, c'est-à-dire j'ai pris le risque de faire des tableaux comme ça. Alors là, tout le monde va se fâcher. J'ai dit, voilà, quelles sont les disciplines de référence, rhétorique, dialectique, logique classique, grammaire, linguistique, philosophie, pédagogie. Et j'ai mis ensuite nouvelle rhétorique et argumentation dans la langue, et j'ai essayé de mettre des poids pour orienter. Les étudiants adorent ça. Et je ne vais pas le leur refuser. Ça donne des orientations, hein. C'est l'idée de définition martyre, j'y reviendrai. Donc voilà pour la première soif, la poire pour la première soif, qui était comment ça s'est passé pour argumentation. Ouais, j'ai au moins défini le mot argumentation. Alors peut-être je reviens un tout petit peu en arrière pour dire que j'ai travaillé petit à petit, par pente glissante. Et aussi, c'est très bien tombé pour moi, c'est le petit moment de confidence, parce que j'ai travaillé ce dictionnaire, un moment où j'avais pas mal de responsabilités administratives, et j'aimais bien travailler sur un article de l'argumentation le soir, un peu comme Ingres et son violon, ou bien Mathieu et son alto. Alors, mais également, dans ce format global, on a aussi les plaisirs des contraintes, parce qu'on a des questions qui sont des questions difficiles et qui sont embarrassantes. Par exemple, très simplement, comment tu traites
l'inférence logique dans ton dictionnaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu fais de l'argumentation, la logique, moi je pense que la logique de Maritain ou les logiques de type aristotélicien sont des traités de l'argumentation, des formes de traités d'argumentation. Alors comment tu te débrouilles avec ça? Et peut-être plus grave, plus profond, je reviendrai là-dessus, qu'est-ce que tu fais avec la question de la causalité, avec ce qui est dans la tradition de l'argumentation comme la méthodologie causale? Et puis, des questions qui sont non seulement difficiles, mais qui sont un peu embarrassantes. C'est un petit peu le membre de la famille qu'on n'ose pas trop montrer. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec la terminologie latine? Par exemple, ad repugnantibus. Ça, c'est carrément comique. Alors, et pourtant, c'est pas sérieux ou c'est sérieux? Voilà. Hein. Alors, il y a des questions difficiles. Il faut renoncer à un certain nombre de choses. J'ai renoncé, ça n'est pas un dictionnaire encyclopédique des sciences de l'argumentation. Ça, je n'ai pas du tout voulu faire ça. Il n'y a pas une histoire de la discipline à proprement parler. Il n'y a pas de galerie des illustres de leurs œuvres, de leurs théories et de leurs pompes. Il y a surtout le problème, c'est que je n'ai pas spécifié l'argumentation en fonction des domaines. Là, je dirais que c'est quelque chose qui est plus certainement une lacune qui, à mon sens, beaucoup plus grave. Et il y a certainement des entrées essentielles qui manquent, que chacun prendra plaisir à découvrir et à multiplier. Et puis aussi, ce qu'on garde, alors j'ai pris le mot André Tibérien, ce qui garde, il faut le didactiser. Je ne dis pas le simplifier, mais il faut trouver un moyen de le rendre à peu près accessible, quoi. Il y a un petit principe d'autosuffisance des notions. Et ça, j'ai essayé, je suis assez certain d'avoir échoué. Il faut affirmer des choses risquées. Pourtant, hein, il y a des risques. Parce que on ne propose pas, autrement dit, on ne propose pas de nouvelles théories de la causalité, une vision inédite de l'analogie, un état de l'art sur les développements contemporains des langages logiques. Je dirais qu'en gros, c'est le travail des dictionnaires de philosophie, des encyclopédies de philosophie et d'épistémologie. Moi, j'essaie de cadrer ces notions du point de vue de leur fonctionnement argumentatif. Par exemple, le fait que les réfutations des affirmations causales se fassent très souvent par inversion de la causalité. Ça, c'est un fait qui m'intéresse pleinement, même s'il n'a probablement aucun intérêt pour une théorie générale de la cause. C'est-à-dire, j'ai peur des chiens, ils mordent. Non, ils mordent parce que tu as peur. Vous voyez toutes ces inversions-là. Donc, j'ai essayé de donner, autrement dit, une orientation argumentative à ce dictionnaire. Alors là, c'est parfaitement ambigu. Et aussi, il faut affronter des choses que, globalement, on n'envisage pas, de façon incidente ou anecdotique, c'est-à-dire soulever les tapis et regarder ce qu'on a glissé dessous. Et moi, j'ai adoré faire ça. Et je passe sur l'aide que m'a apporté, parce que ça a été déterminant pour le dictionnaire, l'aide que m'ont apporté les séminaires que j'ai pu faire à l'étranger ou bien alors en France, ici, le séminaire que nous avons un peu improvisé, Argulion, où l'on discutait des choses de l'argumentation. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et bien sûr, le séminaire de Marianne, qu'elle appelle l'atelier de Marianne, qui va réouvrir, ça c'est sûr, qui a joué vraiment un rôle très important, parce que j'ai pu réellement accorder de grandes séances où j'exposais, où on discutait, là, dans un public qui était réellement un public de spécialistes. J'ai procédé par paquet de notions. J'ai essayé de le faire pour le maximum de notions, malheureusement pas tout à fait toutes. Choix des entrées. Choix des entrées, c'est pas trop difficile. Ouvrage d'introduction, lexique des ouvrages, par exemple du traité de l'argumentation ou du Handbook of Argumentation Theory, ça va bien. Et ça se recoupe assez rapidement, mais bien entendu, à un moment, on découvre des lacunes, c'est-à-dire c'est là où on commence à étendre. On dit le noyau de base ne pose pas de problème, bien sûr, on peut trancher de façon plus ou moins large. Et bien sûr, il y a la question des listes anciennes d'arguments. Termes latins. Alors voilà, le terme latin, c'est que ces termes latins, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Alors, le choix. Il y a des arguments ab exemplo, ad hominem, ex contrariis. Ok, quelquefois il y a des doublons, on n'emploie pas les mêmes formes, je veux dire, le terme latin, on peut l'employer sous diverses constructions, ça n'est pas le problème. Alors, soit le terme est connu en français et utilisé, je dirais, pas en français, dans la théorie, parce que c'est pas une question de français, dans la langue de l'argumentation, les anglo-saxons l'utilisent, on le trouve. Par exemple, ab exemplo, il est en Perelman, ad hominem, il est là. Là, ça va.
les problèmes deviennent plus graves quand les mots latins sont vraiment des faux amis. A repugnantibus, c'est pas l'argument du dégoût, c'est pas Berck. Hein, c'est pas ça, c'est vraiment une contradiction, c'est une vraie contradiction logique. Alors, comment j'ai résolu cette difficulté? D'abord, j'ai fait les tableaux, j'ai pris tout ce que je trouvais, j'ai fait des tableaux, j'ai proposé une traduction française, des termes latins assez mot à mot, j'ai fait les renvois, avec toutes les fois que c'était possible, j'ai fait les renvois en français et en anglais, toutes les fois que j'avais l'impression de pouvoir le faire, et même dans les autres d'ailleurs. Et c'est toujours une ressource. Alors, l'autre jour, vraiment la semaine dernière, Paul Bacot m'a parlé d'une étudiante qui avait introduit dans sa thèse de sciences politiques l'argument ad physicum. Pour Sarkozy, c'est talonnette. Alors, c'est très bizarre, parce qu'elle a eu besoin d'avoir recours... Attendez, elle a eu besoin d'avoir recours au latin. Moi, elle vient de le faire, nous sommes en 2000... Et elle a eu, pour montrer que c'était un concept, elle avait besoin d'une langue du concept, pour magnifier la notion, elle a eu recours à cette notion-là. Et le problème, c'est que, semble-t-il, l'adjectif physicum, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'allusion, c'est les sciences naturelles. Donc, il faut retenir deux choses. D'abord, que c'est productif. Marianne, je crois que tu en as trouvé un. Moi, j'ai trouvé ad bananum. Les gens adorent dans cette. Mais voyez le problème avec les termes latins. Le problème là, c'est celui-là. Là, c'est ad Googlem, voilà, c'est Google. Hein. C'est Google dit que. C'est une forme d'argument d'autorité. Ça va très bien. C'est l'autorité tirée de Google. Alors. Moi, je n'ai pas mis ça. Donc, il y a ce besoin. Il y a ce besoin de fixer le concept. Et, non, et puis, il y a le fait qu'en latin, ça va être mieux, que le latin dit mieux les choses que, par exemple, le français ou l'anglais. Et donc apparemment, je ne sais pas s'il y a des latinistes qui ont des lumières là-dessus, mais physicus, je le redis, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout le physique, la personne physique. Peut-être la personne physique, ça serait tout simplement persona personam, qui serait encore le masque, mais ce serait autre chose. Cohérence interne. Alors, j'en suis où là? Ça va? Cohérence interne. Oui, je tiens surtout à... je vais voir quelques éléments. Principes directeurs qui m'ont guidé. Alors, je commencerai par R comme Icar, hein, puisqu'on ne voit pas pourquoi seule l'initiale aurait le droit à être magnifiée. Moi, c'est étudier l'argumentation, c'est construire des représentations, et le R de Icar, c'est toujours ça, ça ne va pas changer. Enfin, de mon temps, c'était représentation, des argumentations concrètes. Alors, l'idée à laquelle je tiens là-dessus, le modèle, c'est bon. Moi, alors, j'utilise le vocabulaire où où le modèle est plutôt quelque chose de l'ordre de la théorie, et les argumentations concrètes seraient si vous voulez, des incarnations de ce modèle, des actualisations. Je passe là-dessus. Mais donc cette idée qu'il faut construire un langage pour parler des phénomènes et du phénomène de l'argumentation, il faut de toute façon construire un langage. Il faut construire des concepts, que ces concepts en même temps, moi toutes les fois que je peux, je dis mais un concept c'est un outil. C'est un outil qui sert à faire des choses. Autrement dit, si concept sans mode d'emploi, ça va pas loin. Et également, voilà, donc le concept. Et puis, surtout, il y a deux dimensions d'évaluation de ces modèles. Vous allez reconnaître Chomsky, début des années 60. Adéquation descriptive et adéquation explicative. Moi, je pense que cette idée d'adéquation descriptive, ça n'est pas une idée, c'est des choses auxquelles je me suis heurté. C'est-à-dire qu'il y ait quand même éviter le ad hoc. Éviter le ad hoc, ce qui veut dire en particulier éviter de créer un nouveau concept toutes les fois qu'on a un nouveau phénomène et aussi faire en sorte que ça va... Tout ça est subjectif. Hein. Tout ça est subjectif, c'est le sentiment de satisfaction qu'on peut avoir quand on se dit « Oui, bon, j'ai bien analysé les choses de façon dense, j'arrive à le transcrire, j'arrive à donner une petite représentation en forme de tableau quelconque avec dans mon langage de cette chose-là. »
Par exemple, voilà, donc ça c'est un topoi, par exemple, un topos comme l'argument de la pente glissante, qui correspond à des cas concrets. Ça synthétise bien l'affaire. Explicative. Alors, l'adhésion explicative, ça devient très intéressant, parce que expliquer, c'est toujours expliquer pour quelqu'un. Donc, ça veut dire c'est lié à comprendre. Ça introduit dans ce qui serait, je ne sais pas, une théorie qui pourrait passer pour extrêmement savante, de l'épistémologie au niveau 4, ça réintroduit la personne. Ça réintroduit. C'est-à-dire, moi je pense que ce langage-là doit permettre de mieux comprendre les choses, avec tout le degré, l'intuition d'en comprendre. Alors je vais donner un exemple très rapide. Dans le débat sur l'immigration et la nationalité française, qui est un débat que j'avais essayé de prendre avec mes modestes moyens et d'analyser, j'avais un début qui était totalement incompréhensible. Parce que les étudiants refusaient de parler et ils bloquaient, ça n'allait pas. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je dis, ouais, c'est normal, l'argumentation, c'est des petits morceaux dispersés à droite à gauche, et puis là, on est dans autre chose. Je n'avais pas vu, parce que... allons jusqu'au bout. Je n'avais rien vu parce que je n'avais pas le concept. Le concept, j'ai trouvé justement dans Bentham, qui est l'argument « laissez-nous tranquilles avec ces affaires ». Magnifique illustration dans le dernier débat sur le mariage homosexuel, sur le mariage personne du même sexe, il faut dire. Hein. Donc, on dit là, on a des choses plus urgentes à régler. C'est pas urgent, il y a d'autres priorités. Et les deux étudiants étaient parfaitement, alors je ne sais pas si... Lorenza, tu seras tout à fait d'accord avec cet usage, mais étaient parfaitement alignés dans leur position, qui était « je refuse le débat ». Mais il n'y avait aucune affiliation de l'un à l'autre. Parce que la première refusait en disant « oh ben on a des choses plus importantes, hein, maintenant c'est ça, puis ça on pourra bien le discuter plus tard ». Bon, alors avec une construction des personnes, un peu comme ce que tu montrais ce matin, une construction des personnes qui soutenaient la pétition, c'était surtout les artistes et les gens du spectacle, et puis les autres, hein, qui n'étaient pas nommés. Tout était très cohérent. Et après, la deuxième intervention venait en disant « moi, je refuse de discuter, parce que ces gens-là, ils ont des droits, et je ne veux pas discuter, je ne veux pas mettre en question leurs droits. » Position complètement opposée, donc anti, du point de vue des appartenances, ils étaient affiliés à des camps distincts, donc pas l'un à l'autre, mais du point de vue de ce qu'il fallait faire pour le moment, c'était ça. Et attendre que ça se passe. Et ça a été rompu après un énorme silence, des relances et des choses comme ça. Ça, tout simplement, pour moi... je n'avais rien vu à première lecture, je ne voyais pas, je disais l'argumentation n'a rien à dire là-dessus, alors que je pense qu'il y a... Alors que j'étais typiquement dans un cas, je dirais, standard. L'argumentation, forme d'interaction. Ça, c'est un élément très, très, très important. Et le grec, et Catherine. Alors, ce que je dois à Catherine et au grec, c'est d'être arrivé au grec, alors plus tard, moi je suis parti avant et je suis arrivé après. Hein. Mais le grec était vraiment dans cette période qui a déjà été décrite, vraiment cette période magnifique où l'URA, ça s'appelait comme ça, fonctionnait bien, et Catherine était en train de publier les interactions verbales. C'était dense. Hein. Il y avait plein de choses, et alors là, à l'âge avancé dans lequel j'étais déjà, avoir cette chance de se retrouver plongé là-dedans, avec d'autres perspectives, d'autres notions, des trucs, on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est vraiment une expérience formidable. Et de pouvoir s'appuyer sur une œuvre et sur une équipe. Hein. Et moi, j'avais conscience de l'importance du dialogue pour l'argumentation. Je travaillais sur des micro-dialogues. Autrement dit, je travaillais, ce que je vais dire, si vous me permettez une métaphore botanique, j'avais bien idée de la structure de certaines plantes, de certains moments du dialogue. Mais il me manquait des choses sur ce qui constitue la prairie, c'est-à-dire le tissu continu de l'interaction argumentative. Il me manquait, comme dirait l'autre, la texture, la fabrique du pré, hein, le texte lui-même. Hein. Et c'est dans ces choses, dans ce travail-là, donc, que j'ai rencontré. Merci Catherine. L'idée n'est pas nouvelle, hein. L'idée qu'il y a de la contradiction, qu'il y a du dialogue, elle est aussi ancienne, elle n'est pas aussi ancienne qu'Aristote, contrairement à ce qu'on dit des fois, elle est un peu ultérieure. Mais la théorie des stases, la théorie des blocages,
Et bien entendu, ce qui est complètement nouveau, c'est peut-être un exemple, on peut dire c'est resté là pendant très longtemps, vraiment très intéressant. La notion de base est vraiment intéressante et les instruments d'étude sont apparus bien après. Vous savez, moi, je me sers beaucoup de quelque chose que je considère comme fondamental, c'est la ratification du désaccord. La ratification du désaccord et la possibilité, une fois que le désaccord est ratifié, d'aller d'un site à un autre site, de passer de l'oral à l'écrit, de revenir à l'écrit, et autrement, c'est l'officialisation. Donc le troisième tour est fondamental. Alors, bien entendu, les extensions à l'intertextualité, tout ça, c'est bien. Et je ne veux pas dire que... On me dit, ah, mais Plantin, il veut qu'il n'y a que l'interaction, il n'y a pas... Bien sûr qu'il y a d'autres formes d'argumentation. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression de ne faire que ça. Je suis un petit peu de... Père, prenez garde à droite, prenez garde à gauche. Mais je pense que c'est un excellent principe méthodologique, Van Hemeren appelle ça à juste titre le principe d'externalité. Quand tous ces rôles, quand toutes ces fonctions sont répartis dans des participants dans un auditoire, on voit bien les choses. Et on a toujours intérêt à garder cette situation d'interaction en arrière-plan. J'ai l'impression de réciter le début du livre de Catherine sur les interactions. Maintenant, le deuxième point, c'est savoir et signification. Et j'avais appelé ça l'erreur d'Aristote. Hein. Il est tard, allons-y. Il y a une cohérence dans la rupture avec la vision aristotélicienne de l'argumentation, qui oppose argumentation rhétorique, logique, et qui oppose l'argumentation aux sciences. C'est la fameuse idée, il y a la logique et il y a une contrepartie. Alors ça veut dire que ça ne se mélange jamais. Ça signifie en gros que quand on passe au discours, au discours ordinaire, mais le discours, la conversation ordinaire, dans la conversation ordinaire, autrement dit, il arrive aussi de temps en temps que 2 et 2 fassent 4. Et que quand on chauffe le beurre, ils font. Donc on doit tenir compte de ces choses-là. Je ne dis pas qu'on procède par syllogisme, je ne dis pas ces choses-là, mais qu'il y a des calculs qui sont entremêlés. Comment tu dis, Marianne, c'est composite, c'est mixte, hein, hétérogène, l'hétérogénéité des preuves. Et il faut bien voir que dans l'hétérogénéité des preuves, il y a des savoirs qui rentrent. Moi, je considère ce fait-là, je le dois à André Tibérien. D'abord parce qu'elle m'a permis de me réconcilier un peu avec un lointain passé où j'essayais d'avoir une formation scientifique. Mais surtout, son équipe a incarné pour moi cette grande question qui est celle du passage, comment, et des intrications entre les mots et les concepts. Entre le sens ordinaire, on a eu de très beaux exemples avec Jacques et André, sens ordinaire, sens scientifique. La magnifique phrase, c'est « le livre est immobile ». Non, le livre n'est pas immobile. Ça, on ne peut pas dire ça d'un livre, parce qu'on ne dit immobile, c'est ce que disait Jacques l'autre jour. Donc, le dictionnaire déstabilise l'encyclopédie déstabilise le dictionnaire. Et concrètement, pour moi, à la base de l'argumentation, il y a de l'information et des savoirs. Un petit peu sous forme de slogan, avec le livre avec Christian Buty, on avait dit « pas d'argumentation sans information ». Il faut de l'information. Et ça, on le voit dans la discussion sur la nationalité. Au bout d'1 heure et demie, d'une discussion qui en valait bien une autre, la conclusion c'était oui, bon, maintenant il faut qu'on rentre et puis il faut qu'on se documente. Donc, et se documenter, c'est des savoirs sur l'état légal, ce que dit la loi, ce que dit l'histoire, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises. Bien. Moi, je n'ai pas réalisé de grands projets avec André, mais j'ai bénéficié, disons, et je voudrais introduire cet autre acteur trop négligé de la vie d'une équipe, qui est les couloirs. C'est les couloirs et l'atmosphère. J'ai bénéficié des couloirs, de l'atmosphère, des déjeuners, et de la cantine, bien sûr. Oui, parce qu'on discute beaucoup, on voit, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans les contraintes, et vraiment, André m'a beaucoup aidé, et je veux la remercier à ce point-là. Donc, autrement dit, en d'autres termes, les scientifiques suivent le langage naturel jusqu'au moment où ils ont intérêt à le laisser tomber, tout en continuant à l'utiliser, bien sûr, dans leur présentation. Capacité fantastique du langage naturel à donner naissance à d'autres langages qui le dépassent, qui vont plus loin. Alors, je passe sur ces choses-là. Je donne l'exemple. Alors, la catégorisation. Catherine en a parlé. Bien sûr, c'est tout à fait fondamental. C'est nominer, catégoriser, et les argumentations, on appelle ça comme ça. Autrement dit, on prend un être, on le met dans une catégorie, et une fois qu'il est dans la catégorie, on a le trésor de la définition dans le dictionnaire, ou le trésor des savoirs dans l'encyclopédie, et à partir de là, on infère. Et ça
ça roule du point de vue du mécanisme d'argument. Et on le trouve partout, c'est un mécanisme. La causalité. La causalité, ça c'est... la causalité. Alors, dit, mais nous, la causalité, c'est quoi? Alors, la causalité, dans la tradition, c'est les fallacies d'affirmation causale. On dit que quelque chose est la cause, autrement dit, le soleil se lève parce que le coq chante, donc c'est le coq qui fait se lever le soleil, des choses comme ça. Alors, on rit un petit peu, mais ça touche à des questions extrêmement sérieuses, en particulier du point de vue, du point de vue de l'enseignement de l'argumentation. Si on veut enseigner l'argumentation sur des thèmes socioscientifiques, qui est un des grands thèmes de l'équipe, impulsé par Jerry notamment, eh bien, on est obligé de se dire que, comme les abeilles disparaissent, c'est la faute aux pesticides. Ben, là, il y a une affirmation causale. Donc, comment on va faire pour la discuter? Il va bien falloir aller quêter des informations. Le temps se réchauffe, à moins qu'il se refroidisse, en tout cas, il change. C'est le CO2 et le trou d'ozone. Non, c'est fini. Le trou d'ozone, c'est plus que le CO2. Affirmation causale. Donc, on ne peut pas étudier ces grands sujets socioscientifiques en laissant de côté la question des méthodologies. Et pour l'analogie, c'est la même chose. Donc, systématiquement, pratiquement, hein, dans ces trois formes de base, j'ai distingué deux niveaux. Premièrement, ça va très bien. Premièrement, les argumentations qui établissent l'existence d'une relation causale, et ensuite, les argumentations qui exploitent la relation causale. L'argumentation qui établit l'analogie. La crise de 2008 est analogue, et ça, c'est un travail d'économistes savants. Et, bien sûr, les argumentations qui établissent, à la fois, qui légitiment la définition. Ta définition est mauvaise. Hein, ça n'est pas un vrai truc parce que la définition est mauvaise. On pourrait prendre la thèse de Rubens, toute récente, sur cette chose-là, la catégorisation et la recatégorisation. Et bien sûr, à partir de ce petit noyau, eh bien, on fait pas mal de choses, parce qu'on va les utiliser beaucoup dans les autres formes d'argumentation. Et mon troisième, voilà, donc les savoirs, j'ai présenté les choses comme ça, en disant que ça allait être de l'impur, du mixte, hein, déstabilisation de ce qui est de l'ordre du mot par le concept, et puis quelquefois du concept par le mot. Intégration la question des émotions, c'est mon troisième point, c'est le dernier. J'ai commencé à m'intéresser aux émotions, comme Véronique l'a rappelé, parce que les corpus d'interaction sont couramment émotionnants, invitent la projection et invitent à l'empathie. Je précise que ce thème des émotions, je le travaille enfin, pratiquement uniquement à partir des données de Icare, et j'en profite pour... de Clappy. J'en profite, je me dis, peut-être j'aurais mieux fait de présenter Clappy, mais enfin bon, de toute façon, tout le monde peut aller voir, peut aller voir sur le site, enfin c'est le cas en général. Alors d'abord, ensuite j'ai continué, parce que j'étais perplexe et navré, sur ce que je lisais à propos du raison et émotion, le rationnel, ce qui était rationnel, ce qui était anémotionnel, c'est vraiment une littérature navrante. Et comme me l'a dit un jour un étudiant, mais écoutez, c'est vraiment vrai que ça ne tient pas debout, alors est-ce que vous pouvez passer rapidement à autre chose? Je suis d'accord avec cette remarque. Non mais c'est vrai, il n'y a rien à en tirer, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Et là, c'est un Jacques Cosnier que je dis merci. Alors, mais contrairement, là, avec Jacques, les choses sont plus compliquées. Parce que d'abord, comme Catherine, il a été mon professeur à Lyon 2 pour la première année de la licence de linguistique. Hein. La licence qui était alors toute neuve. Alors moi, les cours bien sûr, de sémantique de Catherine, alors on allait, je ne sais pas moi, on attendait la livraison de langue française et de langage comme un fidèle le bulletin paroissial, quoi. On ne pouvait pas s'en passer. Hein. Et Jacques, alors, donc dans ces cours sur l'éthologie des communications, c'était au moment tu parlais de la rue de la République, tu parlais à ce moment-là, les choses étaient en cours. Et pour moi, c'était d'extraordinaires fenêtres sur les savoirs linguistiques et peut-être en général même sur la question générale des sciences humaines. Je pense qu'il y avait une vision qui était très vaste, qui était très ouverte. Et dans le fond, je ne fais pas de nostalgie parce que je pense que ces choses n'ont absolument pas disparu. Elles ont je ne dis pas, ah là là, vraiment, les temps se sont refroidis. Non, je ne crois absolument pas à cette chose-là. Mais disons que sur mon ardoise, vis-à-vis de Jacques, il y a quand même des choses plus précises que ces cours dans cette espèce de hangar, là, où on nous avait mis. Je suppose que ce n'est pas toi qui avais choisi de nous y mettre. Mais là aussi, ce n'est pas des recherches, c'est des couloirs.
c'est des couloirs où c'est... Mais les couloirs viennent toujours après quelque chose. Les couloirs, il faut encore y être, quoi. Il faut encore y être. Et pourquoi? Parce qu'on a fait des choses avant ensemble et il y a une espèce de prolongement où peut-être on peut dire et discuter des choses. Alors, moi, j'essayais d'exposer comme ça, de façon véhémente à Jacques, des choses confuses sur les émotions, sur pourquoi j'étais pas content, pourquoi l'argumentation c'était important, mais qu'il fallait pas croire ce qu'on disait sur les émotions, et ce qu'il faudrait faire absolument et de toute urgence. Et Jacques me disait... Mais ça, c'est absolument passionnant. C'est vrai. Pourquoi tu le fais pas? Mais ça, c'est authentique. Hein. Ça, c'est vrai. Mais fais-le. Just do it. Et il prenait donc toutes ces idées avec bienveillance, avec cette espèce d'ironie distante que nous lui connaissons tous, et qui, moi, me laissait complètement libre. Et avec moi, ça a très bien marché, Jacques. Merci. Alors, un exemple de ça, c'est sur l'inadéquation descriptive. J'ai travaillé sur un texte qui s'appelait Sarajevo, la citoyenneté assassinée, ça fait plus de 20 ans, et je fais l'analyse argumentative. Je fais l'analyse argumentative. Pas de problème. Quel est l'intérêt? Pas très grand. On pouvait le faire, c'était faisable. Il n'y avait rien. Et j'avais l'impression, c'est ça, l'inadéquation, j'ai dit descriptive, hein, et je me disais, mais je rate le texte, quoi. Ça, c'est pas possible. Je rate le texte pour deux raisons. D'abord parce que je laisse de côté de très gros morceaux sur lesquels je dis, ah ben ouais, ben là, juste il n'y a pas, quoi. C'était les grands morceaux aveugles, les grandes taches noires. Et puis, la deuxième raison, c'était de dire, mais cet homme-là, qui argumente pour une action citoyenne, qui veut réveiller les gens de leur apathie, qui veut leur faire honte, je ne peux pas dire qu'il fait deux choses. Il n'en fait qu'une. Parce que s'il argumente sur les morts, s'il argumente sur les camps, sur les déplacés, sur les civils massacrés, c'est dans cette argumentation, à travers cette argumentation, que simultanément, il construit sa position émotive, et je dirais émotive, et sa position intellectuelle. Donc j'avais l'impression que je ratais deux fois. D'une part parce que je ne disais rien, j'oubliais pudiquement d'énormes passages, et d'autre part parce que c'est pas ce que disait mon objet. Alors ça, je sais bien, c'est abominablement aristotélicien. Là aussi, je m'excuse pour les étudiants, pour encore une fois la métaphore, mais il s'agit quand même de savoir si c'est du poulet ou si c'est du pudding. Ça va aller. Si c'est du pudding, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi dans quel sens, vous prenez un morceau, vous analysez, et vous avez l'ensemble. Si c'est du poulet, il faut quand même, peut-être pas, mais enfin, il faut peut-être regarder un petit peu si on ne peut pas couper aux articulations, et si ça ne va pas être plus révélateur de suivre les articulations, un peu comme on fait le squelette. Alors, moi, c'est ce qui m'a conduit finalement, là, c'est pas trop dans le dictionnaire, mais ça y est un petit peu, c'est de considérer simultanément de considérer que l'argumentation, c'est un processus qui construit un sentiment. En prenant le sentiment au sens qu'il peut avoir lorsqu'on demande à quelqu'un, dans un langage qui est vraiment hyper soutenu, très châtié, probablement plutôt du 19e siècle, j'aimerais connaître votre sentiment là-dessus. C'est ça. Votre sentiment, ça veut dire qu'il y a un engagement de la personne, il y a une position, je ne dirais pas émotionnelle, plutôt affective, il y a des directions affectives vis-à-vis des solutions, vis-à-vis de la question, et il y a un fort contenu de, on va dire, de raisonnabilité. Je ne dirais rien, donc c'est formidable, je ne dirais rien d'une autre constante qui était de restituer l'évaluation aux participants. Restituer l'évaluation aux participants, je sais que Marianne va en parler. Et ma conclusion, c'est des définitions qui sont sous-tendues par un ensemble de vues sur le domaine. J'ai cherché à mettre le pied à l'étrier. J'ai mis le sous-titre, je pense que je vais mettre introduction notionnelle et systématique à l'étude de l'argumentation. C'est une introduction. Et aussi, toutes les fois où je l'ai pu, j'ai essayé de mettre un grain de sel. J'ai essayé de mettre un grain de sel comme celui, je disais, toutes les opinions peuvent être mises en doute, c'est précisément, je suis d'accord avec vous, précisément, je mets cela en doute. Toutes les fois où j'ai essayé de mettre un grain de sel, ça veut dire, ou un grain de sable, dans la définition, pour dire que finalement, c'est pas clos du tout, cette affaire-là,
pour ouvrir une discussion, alors bien ou mal, il se peut que je sorte mal de la discussion d'ailleurs, mais essayer de provoquer quelque chose là-dedans pour ne pas donner l'impression de quelque chose de clos. Alors, le dictionnaire a traîné un peu, c'est sûrement regrettable, mais le fait qu'il paraisse finalement maintenant, ou l'année qui vient, il présente au moins un avantage, c'est que je comprends maintenant ce que je voulais faire sans doute en l'écrivant. C'est vraiment classique. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais ranger les chaises et dégager des ouvertures. Et maintenant, je compte bien essayer de me glisser dans quelques-unes de ces ouvertures dans le futur. Merci.